Voilà, c'est un peu formel, mais en tout cas, je voulais vous dire merci d'être présent parmi vos occupations. Je sais que vous êtes pour certains très pris par le Covid, mais néanmoins, comme vous voyez, la vie du Corévi continue. D'ailleurs, on est resté mobilisés, comme vous avez pu le voir, pendant la première vague. Hein. Enfin, vu ou pas vu, mais on a continué à faire des réunions de bureau mensuelles. Les techs sont restés très investis, tout en partageant leur temps entre le télétravail et le présentiel. Elles ont vraiment continué à travailler, notamment sur le rapport d'activité. On vous le présentera la prochaine fois. Elles se sont investies dans des activités sur le Covid. Et donc là, on est en train de réfléchir avec Jérôme et Philippe, de façon si la deuxième vague vraiment s'aggrave, de partager le temps entre présentiel et télétravail. On vous en dira un petit peu plus. Voilà, on s'est aussi mobilisé en tant que Corévi sur le Covid. Et ça, si vous voulez, maintenant, c'est formalisé puisque ça a été fait à la demande du président de la NRS, en accord avec l'ARS. Et donc, c'est tout à fait normal que nos moniteurs d'études cliniques, comme les techs, puissent participer à pas mal de recherches. Donc, vous allez voir que sur Covid-VIH, il y a déjà des acquis, mais c'est aussi sur French Covid, c'est sur Covid-EF, et puis des protocoles qui vont certainement venir. On s'est aussi mobilisé à l'appel des départements et territoires d'outre-mer, puisqu'on a fait avec Laurent Richer une mission en Guyane qui a été, je pense, très utile, notamment Laurent, il a vraiment beaucoup renforcé le côté French Covid à Cayenne. Moi, je suis arrivée aussi à un moment très opportun où le Covid battait son plein dans le sud de la Guyane et je pense que c'était utile et aussi enrichissant pour nous. Voilà, donc peut-être avant de commencer par ces présentations, je profite pour vous dire quelque chose qu'on avait initialement placé en questions diverses, mais qui est important. C'est l'enquête sur la prise en charge. On a une commission intercorévi qui est axée sur la prise en charge et qui fait une enquête sur l'offre de soins dans les différents centres. Donc, chaque centre a reçu un questionnaire ou a dû recevoir, on va vous le renvoyer de toute façon, sur l'offre de prise en charge à envoyer avant le 11 décembre. Hein. Donc, vous pouvez le renvoyer à Philippe, qui malheureusement, Philippe n'est pas là aujourd'hui. Il a un petit problème de santé, mais il vous salue tous et on pense bien à lui, c'est pas trop méchant. Voilà, et puis un petit point, donc on va prévu des interventions assez courtes de 20 minutes pour laisser après chaque orateur 10 minutes de discussion, mais essayez de rester juste à la fin, parce que à la fin on va discuter de l'élection d'un nouveau membre du bureau, donc on ne fera pas les élections tout de suite par vote, parce qu'il fallait tester déjà qu'on fonctionne bien par une webconférence, mais si tout fonctionne bien, la prochaine réunion, on fera cette élection du membre du bureau et vous verrez qui peut ou ne peut pas se présenter. On espère que vous serez plusieurs intéressés. Donc voilà, bonne réunion. Et donc, on a le plaisir maintenant d'accueillir Essaï Marshall, qui a donc rejoint maintenant la FHDH, tout en restant quand même avec nous pour certaines analyses statistiques, et qui va nous parler des données actualisées de la FHDH avec un petit focus sur le Corévi et nous présenter le nouveau consentement qui va être très important dorénavant parce que c'est vraiment les patients qui vont avoir signé ce consentement, qui seront dans le pyramide, qui seront comptés pour notre activité. Donc, Essaï, à toi ou à Jérôme, si tu es à la manette pour passer. Normalement, Essaï va prendre la main pour nous partager donc, son PDF. Si c'est bon pour toi. Tu nous entends, Essaï? C'est bon pour moi, je partage. Vas-y. Donc, tu fais juste partage de PowerPoint, ça devrait être bon. Ah, super. Je comprends pas. Je me Nous, en tout cas, on est bien. Alors, juste une chose avant qu'Essaï démarre. Claire, qui est au téléphone, et ainsi que, je pense, une autre personne qui est au téléphone. On va vous envoyer de toute façon les présentations par mail. Hein. Comme ça, ça recommence.
Oui, effectivement, il y a aussi Claire qui est. Ouais, je vous écoute. Je vous salue et je vous écoute. Voilà, et on t'enverra tout ça par mail. Hein. Ouais, Bon. c'est gentil. Voilà, j'ai pas réussi. Bon, on va pas perdre de temps avec ça. Pas de Mais je souci. vous écoute. Je suis là. Isaïe, c'est à toi. Bonjour à tous. Dominique m'a demandé de vous faire une présentation sur les données des indicateurs de prise en charge 2018 pour le Corévi Île-de-France-Sud et un point sur le nouveau consentement. Je pense que Sophie est là, c'est elle qui a vraiment géré le dossier. Peut-être qu'elle va intervenir dans les discussions. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Tout d'abord, je vais vous présenter le diagramme de flux des traitements des données, car les effectifs par Corévi peuvent être différents des effectifs transmis par les Corévi en raison des doublons et des contrôles de cohérence. La première opération, c'est la suppression des doublons, ce qui nous permet d'obtenir la file active brute. Ensuite, c'est le contrôle de cohérence et les patients en erreur sont supprimés. Ensuite, le contrôle des critères d'inclusion et la combinaison avec la base Aquitaine pour obtenir la base de la file active. Ce tableau présente les résultats des traitements sur les données du Corévi. Là, nous avons pour le Corévi Île-de-France-Sud, nous avons reçu 11 935. Il reste 11 466 après le contrôle des doublons et le contrôle de cohérence. À la fin, il reste 11 403 après contrôle des critères d'inclusion du rapport. Donc, voici les critères d'inclusion des cohortes. Être infecté par le VIH 1 ou 2, être suivi dans un centre participant à l'une des deux cohortes, avoir signé un consentement. Pour les critères de sélection du rapport indicateur 2018, c'est avoir au moins un recours l'année de suivi, avoir 15 ans au plus au 1er janvier, avoir au moins un recours postérieur à l'inclusion et une date de décès renseignée. Pour les nouveaux patients, être nouvellement diagnostiqué depuis moins de 3 mois et nouvellement pris en charge. Les critères des patients qui sont suivis sont valables aussi pour les patients, les nouveaux patients. Cette carte vous présente la répartition géographique des centres en France en fonction des files actives. Il faut noter que 176 centres ont participé à la collecte des données FHTH en 2018. Et vous pouvez constater une forte concentration en Île-de-France, particulièrement à Paris et à Lyon et en Occitanie. En Île-de-France, 47 centres ont participé à la collecte de données et vous voyez la concentration toujours à Paris. L'Île-de-France est en jaune. L'Île-de-France Sud est en jaune. Pour le Corévi Île-de-France Sud, 11 centres ont participé à la collecte des données, dont vous voyez le nom des centres aussi affichés. Allô? La carte suivante représente les files actives, les centres en fonction des files actives. Alors, qui sont les nouveaux patients pris en charge entre 2016 et 2018? Ce tableau représente les effectifs, l'âge, le sexe, le groupe de transmission.
on constate que l'Île-de-France représente environ 41% des nouveaux patients pris en charge. L'Île-de-France représente 41%. L'Île-de-France Sud, Corée Île-de-France Sud, 7%, environ 7% par rapport au national et disons 18% par rapport à l'Île-de-France. Donc la moitié des effectifs ont moins de 37 ans en Île-de-France et 36 ans en Île-de-France Sud et 36 ans en Île-de-France. On constate aussi que les hommes ayant des rapports avec d'autres hommes représentent 37% pour l'Île-de-France, par contre presque 40% pour toute la France. Le pays de naissance des nouveaux patients, 50%, 49% pour l'Île-de-France Sud et 30%, 33% pour la France. La prise en charge au stade primo-infection, c'est 12,5% pour l'Île-de-France Sud, 10,6% pour l'Île-de-France. Les patients, le délai, 90% des patients sont pris en charge dans un délai d'1 mois après le diagnostic. Donc, c'est pratiquement les mêmes pour l'Île-de-France, l'Île-de-France Sud. L'Île-de-France Sud un peu plus élevé et puis pratiquement la même chose pour l'Île-de-France. L'Île-de-France Sud et l'Île-de-France, il y a une différence quand même, donc 12,8% pour l'Île-de-France et 10,4% pour l'Île-de-France Sud. Il faut noter que sur le plan national, aussi bien sur le plan national, l'Île-de-France, on est à 25% qui sont pris en charge au stade SIDA, mais un peu plus élevé au niveau de l'Île-de-France Sud, on est à 27%. Il faut aussi noter que plus de 94% ont initié leur traitement et plus de 70% ont initié leur traitement dans le mois après la prise en charge. Ça, ce sont les combinaisons les plus utilisées. Ce sont les mêmes en Île-de-France qu'en Île-de-France Sud, qu'en France. Donc, il faut noter aussi que 48% ont une charge virale supérieure à 50 copies à 3 mois après l'initiation des ARV. Alors, en ce qui concerne les patients suivis en 2018, l'Île-de-France, toujours 41%. L'Île-de-France Sud représente 25% de l'Île-de-France. Les plus de 60 ans représentent 20% en Île-de-France Sud, un peu plus qu'en Île-de-France en général, et que les hommes ayant des rapports avec d'autres hommes représentent 34%.
le pays des naissances pour les patients qui sont suivis. Donc 36% pour l'Afrique subsaharienne et 48% pour ceux qui sont nés en France. Donc plus que sur le plan national, légèrement moins qu'en Île-de-France en général. Pour les périodes de diagnostic, en ce qui concerne les patients qui sont suivis en 2018, on constate qu'il y a plus de patients qui sont diagnostiqués dans la période inférieure à 96 en Île-de-France Sud. Sinon, le reste des périodes, c'est pratiquement les mêmes. La prise en charge au stade de la primo-infection, 5% en général en Île-de-France et en Île-de-France Sud aussi, un peu moins qu'en France en général. Au stade SIDA, c'est 24%, aussi bien en Île-de-France Sud qu'en Île-de-France en général. Les patients en cours de traitement, 97% pour l'Île-de-France Sud, un peu plus qu'en Île-de-France qu'en France en général. Les combinaisons qui sont les plus utilisées sont les mêmes en Île-de-France, en France qu'en Île-de-France Sud. La charge virale, 95% en Île-de-France, une charge virale supérieure à 200, et le rapport CD4, CD8 supérieur à 1, c'est 40% en Île-de-France Sud. Donc, je vais vous faire un petit point rapide sur le consentement. Le dossier est actuellement en attente de la validation par la CNIL, parce que le dossier a été déposé depuis près de 2 ans. Nous avons eu des retours, des corrections en ce qui concerne le dossier en lui-même, mais le consentement a été revu par la DPO de l'INSERM et validé par les associations. Donc, les remarques que nous ont faites de la CNIL aujourd'hui, il n'y a pas de remarques particulières en ce qui concerne le consentement. Alors, quel est le contenu du consentement? Le consentement est composé, il y a 4 parties. Donc, l'objectif de l'étude, la durée de participation, le déroulement. Donc, l'étude, en ce terme, c'est la cohorte en FHDH. Les informations durant l'étude et à l'issue de celle-ci, le traitement des données personnelles et le droit associé. Donc, ces parties sont conformes aux OPD. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, vu que le dossier est en attente de validation et que le consentement a été revu par la DPO de l'INSERM, validé par les associations et qu'il n'y a pas de remarques particulières de la part de la CNIL, nous, ce qu'on conseille, c'est que pour les nouveaux patients, qu'on utilise ce nouveau consentement, et pour les anciens, qu'on attende la validation du dossier complet par la CNIL. Sinon, si on utilise le nouveau consentement pour tous les patients et qu'il y ait des modifications, on sera obligé de refaire signer des consentements par tous les patients. Donc, ça va faire un peu doublon. Donc,
voilà ce que j'avais à vous présenter ce soir. Et puis, merci à tous les patients qui ont participé, au Corévi, au centre participant, aux chefs service, les médecins référents VIH, aux techs sans qui on n'aurait pas les données et aux data managers qui accompagnent les techs. Merci. Merci beaucoup, SAI. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation d'SAI? Alors, j'ai coupé volontairement les micros de tout le monde. Donc, ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez rétablir votre micro. Je vous laisse faire directement depuis votre ordinateur. En bas, c'est marqué donc rétablir le son, si vous le souhaitez. Et je vais ouvrir les micros également de ceux qui sont au téléphone. Et je vais en profiter de ceux qui sont au téléphone. Alors, j'ai Claire Stambach qui nous a dit qu'elle était présente. On avait juste quelles sont les autres personnes? Pardon? Ouais, ça fait de l'écho. En tout cas, je peux intervenir, Jérôme? Oui, oui, oui. Juste avant, si vous pouvez me donner vos noms, ceux qui sont par téléphone. Donc Claire Stambach. Ouais, Claire, c'est bon. C'est bon. Qui d'autre? En tout cas, bon, merci beaucoup, Essaï. On voit dans ton rapport que finalement, le Corévi de France Sud se différencie de l'Île-de-France, qui est normal, ni même de la France. Ce qui m'a frappé dans ton rapport, je ne sais pas comment toi tu penses quels sont les points les plus importants, mais c'est que les nouveaux patients sont surtout beaucoup de femmes et beaucoup d'Afrique subsaharienne. Hein. Oui. En charge, bon, c'est pas mal. On prend en charge les patients, on débute le traitement dans 70% des cas en un mois, mais ça fait quand même 30% où on pourrait aller plus vite. On voit aussi qu'on les traite vraiment, les 3 traitements qui sortent, c'est dolutegravir, elvitegravir et rilpivirine, ouais, ça c'est vrai. Et puis voilà, bon, c'est ce que je retiens un peu comme question. Je voulais juste savoir, bon, si tu avais d'autres points importants, pour toi, qui t'avaient marqué, et puis comment ça va se passer pour le nouveau consentement? Est-ce que tu nous l'envoies? On le distribue dans les centres? Est-ce que c'est vous qui l'envoyez à tous les investigateurs? Comment ça se passe? Pour le consentement, je l'enverrai directement au centre. Oui, c'est bien. Et je vous l'enverrai aussi. Donc, s'il y a certains centres qui n'ont pas pu les avoir, peut-être qu'ils vont vous contacter parce que comme vous êtes sur le terrain et puis vous êtes en contact avec les centres. Mais moi, je pensais les envoyer directement au centre. Oui, c'est bien. Et concernant les points marquants, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Outre ce qui m'a frappé dans ta présentation? C'est essentiellement les points que tu viens de citer qui sont les points saillants. Donc, les patients qui sont, 94% sont des patients, plus de 94% des patients sont sous traitement. C'est ce qui, voilà, c'est ce qui est en rapport un peu avec les recommandations 90, 90, 90. Donc, c'est les objectifs. Donc, Est-ce que vous avez des questions? Hein? Bien, je propose qu'on passe, Dominique, à ta présentation ainsi que celle d'Antoine. Elle va amener le photo, non? D'accord. C'est bon? Je te laisse partager du coup. Oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Ok. Donc, partager PowerPoint. Oui, bonjour à tous, je suis José Luis. Je m'excuse d'arriver en retard, mais je suis en vacances. Mais Eh bien, bonnes vacances, José Luis. Mais bienvenue. Je suis là.
Est-ce qu'il fait beau là où tu es? Non, mais c'est plus ou moins, c'est en Corse. Du coup, il fait beau, mais bon, Ah, je c'est m'éloigne bien. du Covid. Ouais. Alors, envoie-nous le soleil surtout. Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Bon, mais c'est pas grave, hein. Mais je m'éloigne du Covid, je m'éloigne du Covid. Bon, Voilà, bien, c'est ça donc, qui t'a permis. Bon, ben, je vous propose qu'on passe à la deuxième présentation. Donc, on vous a préparé avec Antoine une petite synthèse sur VIH et Covid. On peut pas tout aborder, donc surtout, on a fait le point sur les conséquences. Est-ce que finalement, le VIH est un facteur de gravité pour le Covid? Qu'est-ce qu'on connaît? Donc, je vais passer. Ah, par contre, c'est bizarre, ça n'avance pas. juste la flèche du bas. Et voilà. Voilà, donc il y a eu quelques articles. Finalement, là, en 6 mois, il y a 7 ou 8 articles qui sortent. Un premier qui est une revue systématique des articles qui ont été publiés entre le 1er décembre et le 1er juin, à partir de 547 publications. Ils ont sélectionné 25 articles qui sont soit des séries, soit des corps bien constitués. Et vous voyez que sur les 250 patients de ces 25 articles, il y a 89% d'hommes. Moyenne d'âge 52,7 ans, 98% sont sous antirétroviraux. Et que chez ces personnes, il y a de nombreuses comorbidités qui sortent. Hypertension, 39%, hyperlipémie, 20%, BPCO, 18%, diabète, 17%. 65% des patients avaient un Covid modéré, avec des signes, je ne les ai pas tous notés, mais qui sont ceux qu'on voit dans le Covid habituellement. Et les patients décédés étaient surtout des hommes supérieurs à 50 ans, dans 90% des cas, et 64% avaient des comorbidités. Donc, on rejoint ce qu'on voit habituellement dans la population générale, mais on ne parle pas dans ces articles du VIH lui-même. Hein. On a fait aussi une petite étude à l'Hôtel-Dieu, une étude prospective observationnelle, où tous les patients qui ont présenté une infection symptomatique et qui nous l'ont signalé ont été inclus entre le 1er mars et le 29 avril. Donc, ces patients ont été répartis en 3 groupes de sévérité. Les patients qui avaient une infection bénigne, qui ont été pris en charge en ambulatoire, les patients sévères qui avaient besoin d'oxygène et les patients critiques qui devaient être admis en unité de soins intensifs, en réa, ou qui malheureusement sont décédés. Et c'est d'ailleurs un décès d'un de mes patients qui allait très très bien, que je suivais depuis 20 ans, mais qui est mort en 2 jours du Covid, qui a fait qu'on a initié cette étude. Et donc, l'objectif, c'était de voir quels étaient les facteurs liés à cet état critique ou sévère. Donc, vous voyez ici, 54 patients ont eu le Covid pendant cette période. Leur taux médian de CD4 était à 584. 96% avaient une charge virale indétectable. Et tout le monde était sous ARV, à la fois anti-intégrase, 33 patients, inhibiteur non nucléosidique, 25 patients, IP, 9 patients. Et vous voyez que 65% avaient une forme bénigne, 25% une forme sévère et 5 patients seulement, 9% une forme critique. Quand on regarde à droite ce qui différenciait les formes bénignes, sévères ou critiques, on voit qu'il y avait l'âge, bien sûr, l'âge, le pourcentage d'hommes, l'Afrique, les Africains, peut-être plus de formes sévères en pourcentage, les comorbidités sortaient pas mal, notamment l'IMC, le diabète, l'hypertension et l'insuffisance rénale. Donc, les statisticiens, voyant ces résultats en univariés, nous ont fait une petite analyse multivariée. Et ce qui sort comme facteur associé à ces formes sévères ou critiques, c'est l'âge. Donc, c'est quelque chose qui est connu. C'est le sexe masculin, c'est-à-dire que les femmes ont 90% plus de chances d'avoir une forme peu sévère. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment à élucider. L'Afrique subsaharienne, qui sort beaucoup dans notre étude, un peu comme ce qu'on a vu d'ailleurs dans les réanimations à Paris, et le diabète ou l'obésité. Donc, dans cette étude, ce qui sort, c'est les facteurs habituels de la population générale. Par contre, le taux de CD4
ne sortait pas. La charge virale indétectable ne sortait pas non plus. Et on n'avait pas de différence non plus selon le traitement antirétroviral. Mais bon, c'est une petite étude qui est faite dans un contexte où les patients ont tous des CD4 corrects et une charge virale indétectable. Donc, il y a des limites à cette étude. Donc, il y a d'autres Européens aussi qui ont fait des études. Vous voyez ici une étude faite en Espagne sur 2873 patients. 51 ont fait un Covid confirmé ou suspecté. Et par rapport aux patients qui n'ont pas fait le Covid, ceux qui ont fait le Covid sont ici plus jeunes, hein, ce qui est un peu bizarre. Ils ont un BMI plus élevé, plus gros. Ils sont plus traités par tenofovir, sans différence sur les IP ou sur les inhibiteurs d'intégrase. Et ils ont regardé eux aussi les cas sévères. Dans 25% des cas, les patients avaient dû être hospitalisés. La mortalité était pas plus importante que la population générale, peut-être même moins, mais il y a très très peu de patients. La clearance du virus s'est faite en 18 jours pour 68%. Ce qu'ils ont quand même remarqué, c'est que la PCR est restée positive plus longtemps, jusqu'à 40 jours, notamment chez les patients qui avaient moins de 200 T4. Donc leur conclusion, c'est aussi que la présentation clinique ne semble pas différer entre les patients porteurs du VIH et la population générale, mais que le taux de CD4 pourrait être associé à une persistance virale. Ils n'ont pas vu de différence selon les IP, à part cette petite tendance sur le tenofovir. Donc, plus de patients traités par tenofovir chez les Covid+, par rapport au Covid-, mais sur très peu de patients à nouveau. Donc ensuite, donc voilà, il n'y a pas encore grand-chose. Vous voyez, il y a quelques études maintenant qui comparent les patients VIH+ aux patients VIH-. Donc ça, c'est une étude sur new-yorkaise trouvée par Antoine, qui montre que chez les patients, si vous voyez VIH+ par rapport au VIH- qui ont le Covid, chez nos patients VIH, il y a plus d'hypertension, plus de diabète, plus de dyslipidémie, et plus d'insuffisance rénale. Donc les patients VIH, en fait, c'est pas forcément le VIH qui joue, ni le taux de CD4 ni la charge virale, mais c'est que au même âge, ils ont plus de facteurs de risque. Et d'ailleurs, vous voyez dans le tableau du dessous, on voit que si on compare les VIH+ par rapport au VIH- en termes d'admission en réanimation, pour des âges inférieurs à 50 ans, eh ben, il y a plus de patients VIH admis en réanimation, plus intubés et plus de décès. Bon, c'est des petits chiffres, mais les risques relatifs sont positifs ou une tendance à être positifs. Donc, peut-être quand même un sur-risque chez nos patients VIH. Et ça a été confirmé en Afrique du Sud dans une très grande cohorte, donc 3 millions, plus de 3 millions de patients, 16% VIH, où le but était, donc ça vient de sortir, d'étudier les facteurs associés au décès. Donc 2000, sur cette grande cohorte, 22 000 ont été diagnostiqués fermement Covid+, 625 sont décédés. Donc vraiment une puissance importante. Vous voyez que les facteurs de risque associés au Covid et au Covid sévère et à l'hospitalisation sont les facteurs classiques. Hein, on voit bien l'âge, on voit bien le sexe masculin, on voit le diabète qui sort, on voit aussi l'insuffisance rénale et on voit le VIH ici qui sort, qui n'est pas un facteur majeur, hein, mais qui sort. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que nos patients VIH, peut-être que le VIH lui-même ne joue pas de rôle. Dans des cohortes où on aura des larges tranches de CD4 et de charge virale, les facteurs classiques jouent un rôle. Donc attention, malheureusement, quand on est un homme, quand on a un surpoids, quand on a un diabète, une hypertension, mais qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup d'études à mener. L'impact de la co-infection, on peut pas le conclure comme ça en 1 à 2 études. Ça nécessite vraiment des études complémentaires. Donc Oui, voilà, je vais passer la parole à Antoine.
pour la Oui. suite. Bonsoir. Vas-y, Pierre. Oui. Merci Dominique, bonsoir à tous. Donc comme on l'a vu avec Dominique, finalement, jusqu'au mois de juin, juillet, on avait beaucoup de retours d'expérience avec très peu d'études sur des cohortes en prospective. C'était vraiment fait sur beaucoup de data qui étaient en rétrospectif. Et en fait, il y avait des limites méthodologiques dans toutes ces études, et notamment les populations d'études. Et c'est vrai que la dernière sur l'Afrique du Sud correspond à une population qui est en Afrique du Sud et qui n'est pas forcément la même que celle qu'on peut avoir par exemple en Europe ou même celle qu'on a aux États-Unis. Ce qui fait que finalement, on a des résultats qui reflètent l'hétérogénéité du recrutement, que ce soit dans les retours d'expérience ou dans certaines cohortes prospectives, qui font que la messe n'est pas dite et qu'il est nécessaire effectivement de pouvoir essayer de standardiser au maximum le recueil d'informations tant sur le plan clinique que biologique, avec un recueil d'informations qui soit adapté pour la population des personnes vivant avec le VIH. Donc c'est une des questions qu'on s'est posées, c'est comment essayer de répondre sur le plan méthodologique en étant le plus clean possible. Et donc on a mis en place une cohorte qui s'appelle Covidiv, qui est de promotion à PHP, qui a pour référence méthodo Laurence Meyer à Bicêtre. Sur le plan virologique, Véronique Afton à l'Institut Cochin pour la virologie VIH, Anne-Marie Roch à l'hôpital Paul Brousse pour la partie SARS-CoV-2. Et enfin, sur le plan immunologique, le CEA avec Roger Legrand et Delphine Desjardins. Et une partie aussi importante qui concerne les sciences sociales avec l'équipe d'Olivier Chassagny et Martin Durazinski à l'Hôtel Dieu, et on bénéficie du soutien de la NRS pour la partie physiopathologique. Diapositive suivante. Alors, sur le plan méthodologique, c'est une cohorte historico-prospective de PVDIH qui présente un Covid-19 et pour lesquels on recueille à la fois les données cliniques, mais également on constitue une collection biologique pour pouvoir faire une étude immunovirologique approfondie que l'on va tenter de mettre en lien avec les caractéristiques cliniques de ces différents patients. C'est une durée d'inclusion de 12 mois. Ça a démarré en avril 2020, donc j'allais dire presque pratiquement à la sortie de la première vague. C'est une durée d'étude de 18 mois. 250 patients étant l'objectif. Nous sommes aujourd'hui à 220 patients sur cette cohorte qui est nationale. Une extension est prévue à 400 patients. Et dans cette population étudiée, hormis les questionnaires pour les sciences sociales qui sont standardisés pour les patients vivant avec le VIH, il y a également des entretiens qualitatifs sur un échantillon de patients. Il n'y a pas encore 39 centres d'ouverts, mais il y a des centres qui ouvrent progressivement. On est à 30 centres ouverts actuellement. Diapositive suivante. Alors, l'objectif principal, c'est d'écrire les caractéristiques cliniques et biologiques, de les corréler, de décrire les complications majeures et de déterminer les facteurs de mauvais pronostic. L'intérêt de ce travail, ça va être de se comparer avec les données obtenues, avec celles des travaux similaires dans des cohortes plus généralistes, tels que French Covid, mais également par rapport à la banque de données d'échantillons biologiques de COVIDEF. Diapositive suivante. Alors, plusieurs hypothèses, virologique VIH, virologique SARS-CoV-2 et immunologique. Sur le plan VIH, l'hypothèse formulée et les prélèvements qui sont en miroir de cette hypothèse vont être l'infection par le Covid pourrait entraîner une inflammation et une activation immunitaire qui se répercuterait sur le réservoir VIH, sur l'activité transcriptionnelle du virus, sur la virémie résiduelle. Et donc, on va s'employer à quantifier les différents marqueurs viraux du VIH au moment de l'infection Covid, mais aussi en post-Covid. Regarder la cinétique de ces marqueurs, voir s'il y a une différence de cinétique en fonction de la gravité de l'infection Covid. Et est-ce que ces marqueurs sont différents suivant que les patients sont traités en stade chronique, contrôlés sous traitement. Et on comparera aussi chez des patients sans infection Covid, mais VIH, et ce, grâce à deux études que je coordonne, qui sont Doluvoire et Bictévoire, qui sont des essais ANRS avec des patients exempts d'infection Covid. Diapositive suivante. Ensuite, en ce qui concerne la virologie et le SARS-CoV-2, l'hypothèse, c'est 1. L'infection VIH pourrait favoriser la réplication du SARS-CoV-2. Compartiment inhabituel, réplication prolongée.
On a déjà quelques éléments de réponse puisqu'on voit dans certaines publications qu'il peut y avoir des PCR, en tous les cas positives, au moins à 2 ou 3 mois, ce qui ne signifie pas forcément qu'il y a contagiosité, mais en tous les cas, on peut quand même se poser la question. L'activation immunitaire liée à l'infection Covid pourrait-elle modifier la réplication d'autres virus latents comme le BV, le CMV, l'HSV? Et donc, on va étudier prospectivement les charges virales à J0, J20, M3 des patients qui sont inclus dans cet essai, dans cette cohorte, dans différents compartiments, le sang, sécrétion, urine, sel, et on procédera à une analyse génétique des variants potentiellement compartimentés en recherchant les tropismes et les déterminants virologiques. À savoir que dans cette étude, on inclut les patients à la fois de manière prospective, c'est-à-dire au tout début de l'infection, mais on peut inclure également rétrospectivement pour notamment colliger les datas cliniques chez des patients inclus plus tardivement, dit en rétrospectif à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois jusqu'à 6 mois. Diapositive suivante. Sur le plan immunologique, il y a 2 questions, enfin 2 objectifs. Il y a on va comparer les réponses immunologiques au stade précoce de l'infection Covid entre les patients vivant avec le VIH et comparer ces réponses avec celles de la population générale grâce à la cohorte Covid-F. On va enfin caractériser la dynamique et la persistance des réponses de l'hôte à l'infection par le Covid chez les patients vivant avec le VIH. Et on va également s'intéresser aux réponses anti-VIH chez les patients qui présentent un Covid. Diapositive suivante. Oh la merde. Alors, la comparaison des réponses immunes entre les patients vivant avec le VIH et non VIH va s'intéresser particulièrement à la dynamique des cellules T et NK. Pour les cellules T, on va étudier les réponses spécifiques anti-SARS-CoV-2. On va caractériser l'inflammation systémique avec notamment le dosage cytokinique. Et plus finement, on procédera à une analyse transcriptomique des cellules immunes par RNA sequencing. Diapositive suivante. En ce qui concerne la dynamique et la persistance des réponses à l'hôte, on va caractériser sur le plan phénotypique la dynamique des cellules myéloïdes T et NK. On va évaluer la persistance et la qualité des réponses T spécifiques. On évaluera également la persistance des réponses anticorps et on évaluera l'impact de l'infection Covid sur les réponses T spécifiques du VIH et l'inflammation systémique. Diapositive suivante. Ah, pardon. 18, ouais. Encore, attends. 18, ouais. Enfin, l'autre diapo. Ouais, je sais pas, il s'est mis quelque chose au milieu, là. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est bizarre. Qui annote, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, ce qui arrive? Ça fonctionne pas? Attends, je vais arrêter le partage et je reviens, hein. Ouais, On va essayer de faire ça. Ouais, ça marche. C'est bon? Oui. Alors, le troisième volet particulièrement important dans ce travail est celui des sciences sociales, avec Martin Durazansky. Pour tous les patients inclus dans la cohorte, il va y avoir une évaluation des paramètres médico-sociaux de l'épidémie en regard de la perspective des patients à différents points de mesure et avec différents questionnaires. Il y a le HIV Index Symptômes, le Procol HIV qui est largement utilisé dans les essais NRS, l'échelle HAD pour la dépression, ensuite le PCL5 pour tout ce qui est analyse des échelles post-traumatiques, et il y a un module Covid qui est un questionnaire spécifiquement développé pour mesurer les connaissances, le ressenti et les pratiques de protection, ainsi que la satisfaction avec le dépistage et la connaissance vraiment des patients de l'infection Covid-19. Diapositive suivante. Au-delà de cette étude quantitative, il y a également une étude qualitative qui est d'explorer les connaissances, les perceptions et les pratiques du PVVIH envers les Covid-19 grâce à des entretiens téléphoniques ou vidéo ou présentiels. Cette étude est maintenant soldée puisqu'elle devait inclure 20 patients vivant avec le VIH et Covid+, et 20 patients contrôle vivant avec le VIH non Covid, et les analyses sont en cours. Alors, ça, c'est vraiment le dernier volet. Moi, je tiens à remercier déjà tous les centres hospitaliers du Corée du Sud qui ont participé à la cohorte et qui vont continuer à participer puisque on augmente la dynamique, on étend le nombre d'inclusions jusqu'à 400.
Et ensuite, on va faire diapositive suivante, si vous voulez bien. Alors, la suite. Ouais. Voilà. Bon, pour cette partie-là, en fait, c'est tout pour le moment. On en est là. Il y a une bonne dynamique, ça fonctionne bien. Au regard de l'épidémie, enfin encore du deuxième pic qu'on atteint là actuellement, on souhaite avoir d'autant plus de patients inclus en prospective, c'est-à-dire dans les phases aiguës, les phases de primo-infection entre guillemets de Covid, qui sont précieux pour les analyses physiopathologiques. Alors on a abordé avec Dominique les aspects facteurs de risque, savoir si finalement les PV-VIH étaient plus vulnérables que les PV non VIH. On n'a pas abordé la question des traitements. La synthèse, c'est qu'actuellement, le traitement des patients vivant avec le VIH et Covid+, ils doivent bénéficier des mêmes traitements que les patients non VIH. Il n'y a pas eu pour le moment de preuves, et il y a même eu plutôt des arguments en défaveur, j'allais dire, du bénéfice des antirétroviraux sur l'infection Covid. Il y a eu des papiers sur le Caletra qui montraient, en tous les cas, même sur des petites cohortes, mais on a eu la cohorte anglaise qui a été publiée dans New England qui montrait qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. On a eu l'étude espagnole dont a parlé Dominique, qui montrait que le Truvada pourrait être éventuellement un point d'appel. Il y a des études qui sont en cours dans ce sens-là. En ce qui concerne le darunavir, son effet in vitro est totalement récusé. Néanmoins, je pense que c'est comme les études physiopathes, c'est comme les facteurs de risque. Pour le moment, on découvre et on avance pas à pas. Et donc, Alice Raftin, et je vais laisser la parole à Dominique, propose l'étude Covid-IP. Vas-y, Dominique. Est-ce que je peux Voilà. poser une question Il y a juste 2 diapos et puis après, vous allez poser les questions. Comme ça, on termine la présentation. Hein. D'accord? Bon, en tout cas, merci beaucoup, Antoine. Tu nous as présenté ta large cohorte, là, vraiment très intéressante, très rapidement et très clairement. Tu auras sûrement pas mal de questions. Donc, pour finir, je voulais vous présenter de la part d'Alice Raftin de Villeneuve-Saint-Georges une autre question que se pose le Corée du Sud, c'est l'impact des inhibiteurs de protéase au long cours. Donc, l'objectif, c'est de comparer l'incidence du Covid chez ceux qui sont traités par inhibiteurs de protéase par rapport à ceux qui sont traités par un autre background d'antirétroviraux. Il s'agit d'une étude de cohorte multicentrique qui va inclure 1040 patients VIH, soit 520 par groupe. C'est des patients qui seront sélectionnés en fait dans les bases de données des différents centres qui souhaitent participer. Elle a prévu que 12 centres participent. Et vous voyez ici les critères d'inclusion, c'est des patients adultes qui sont traités par antirétroviraux, qui ont résidé en France métropolitaine pendant la première vague, qui n'ont pas changé de traitement au cours de l'épidémie et qui s'opposent pas à participer. Comme c'est des patients, les patients vont pas avoir de recueil particulier ou de prélèvement, il faut simplement qu'ils s'opposent pas à participer. Donc à ce jour, il y a 6 centres qui ont donné leur accord de participation. Vous les avez listés ici, avec le nombre d'inclus par centre. Donc, au total, elle a réussi à inclure dans l'étude 405 patients, 123 sous IP et 282 sans IP sur les 1040. Donc, c'est un peu insuffisant et elle nous fait un appel pour que d'autres centres participent à l'étude. Alors, je lui ai demandé si elle avait déjà quelques résultats à nous montrer. Elle a donc, parmi ses patients, 10,6% qui ont une sérologie positive. Donc, au moins 10% qui ont fait le Covid, possiblement plus, puisque des fois ça se négative, la sérologie, mais disons c'est de cet ordre. Et vous voyez que dans le groupe IP, c'est 6%, dans le groupe non IP, c'est 12,4%. Je ne sais pas si c'est un hasard ou si ça signifiera quelque chose, mais c'est intéressant. Et elle a aussi noté que 75% des patients qui ont une sérologie Covid+, n'ont en fait pas fait de symptômes. Ils ont été asymptomatiques. Donc, juste demander à nos patients s'ils ont fait le Covid, ça suffit pas. Dans cette petite cohorte, il n'y a eu aucune forme grave. Et donc, elle a encore plusieurs résultats de sérologie en attente. Parce qu'en fait, le critère de jugement principal, c'est l'incidence du Covid. Donc, ça va être effectivement la comparaison des sérologies positives dans le groupe IP versus non IP. Et puis ensuite, elle va prendre aussi, bien sûr, les autres antirétroviraux selon le traitement antirétroviral. Donc, le groupe souhaiterait terminer la collecte de données en décembre.
faire participer d'autres centres. Donc, si certains d'entre vous veulent participer, ben, n'hésitez pas à la contacter et elle pense que les premiers rapports seront disponibles en janvier. Donc, voilà pour la présentation. Donc, on s'arrête là pour pouvoir discuter un petit peu de vos, voilà, de vos réactions, peut-être d'autres observations que vous auriez faites, ou est-ce qu'il y a des questions qui nécessiteraient d'être abordées sur Covid et VIH que vous souhaiteriez voir abordées, par exemple, dans l'étude d'Antoine ou dans celle-ci? Merci. Moi, j'ai des questions à parler. Oui, si vous parlez, vous donnez votre nom parce qu'on vous voit pas forcément, hein. Qui c'est? Laurence Vess. Oui, Laurence. Merci Dominique. J'ai d'abord une question du coup sur la dernière présentation. Il n'y a aucun argument pour penser qu'il n'y a aucun des IP qui a un rôle sur le contrôle de l'infection SARS-CoV-2. Tu as parlé de, je sais pas quoi, des espagnols, je ne sais, il y a des données dans Discovery, je crois, où ils ont arrêté il y a longtemps le bras le pipe, Ouais. futilité. Donc en fait, c'est pourquoi pour faire l'hypothèse qu'elles n'ont pas de rôle dans l'infection, mais elles auraient un rôle pour prévenir la transmission. C'est quoi le rationnel finalement de faire ça? Oui, c'est ça. C'est pas le rôle dans la protection de l'infection sévère. Faut quand même un sérieux rationnel pour dire bon bah on va suivre 1040 patients quoi. C'est pas Ouais. ça se fait pas juste comme ça. Ça a été beaucoup discuté, hein, ce protocole. On n'était pas forcément très pour, mais bon, il voulait vraiment mener cette étude. Et c'est vrai que l'objectif, c'est de voir si ça peut réduire l'incidence, c'est-à-dire si ça n'a pas un effet préventif. Hein. On peut pas juste voir comme ça. Il faut quand même avoir un rationnel avant de démarrer une étude. Et je vois pas sur quel rationnel aujourd'hui on mène cette étude. Tu sais qu'elle a été démarrée avant qu'on ait la publication de l'absence d'efficacité du Kaletra et elle n'a pas été interrompue. C'est vrai que c'est une étude IP qui n'a pas été interrompue, alors que d'autres études ont été interrompues quand l'essai Kaletra a montré une inefficacité. Bon. Ok. Et mon autre question, parce que je vais pas du tout rentrer dans les critères immuno et virologiques sur lesquels je pourrais discuter longuement, mais simplement, Antoine, pourquoi, et encore une fois, sur quel rationnel, tu augmentes le nombre de patients dans la cohorte de 250 ou je sais pas combien à 400? C'était sur quel, pourquoi? Tout à fait. Alors, le rationnel, bon, il y a plusieurs choses. Un, donc, on est en vague ascensionnelle. Mais la deuxième des choses, c'est surtout qu'on veut collecter plus de data clinique. On veut plus de data clinique. Et en fait, je ne suis pas rentré dans le détail là, mais on souhaite avoir plus de patients en prospectif pour les études physiopathes, puisque là, on a un nombre limité de patients en prospectif. Et il est prévu de ne plus faire les études physiopathologiques fines pour les patients inclus en rétrospectif, en fait. Donc, les patients qui vont avoir des prélèvements, et on souhaiterait arriver à un minimum de 50 patients en prospectif pour les études immunologiques, pour avoir les patients vraiment à baseline, on inclura ces patients-là dans le module avec des prélèvements pour les études immunologiques, mais bien évidemment pas pour les études, pour les patients qui sont inclus en rétrospective à 2 mois ou à 3 mois, qui représentent 75% des patients qui ont été inclus jusqu'à présent et pour lesquels on a largement du matériel pour les études immuno. Voilà, en fait. Donc, l'extension, elle est sur le plan clinique pour avoir l'historique des patients, même inclus en rétrospective, parce qu'on a l'historique clinique, pour avoir une cohorte publiable sur le plan des données cliniques et enfin pour récupérer des patients à baseline au cours de leur infection pour les analyses immunologiques fines. Est-ce que ça te satisfait comme réponse? Deux questions. La première, c'est tu dis tu vas comparer à Covidex, d'accord? Oui. Ouais. Est-ce que tu vas pouvoir apparier réellement les patients en fonction du timing, du prélèvement, etc. sur Covidex? Alors en fait… On ne connaît rien tout de suite, on ne connaît pas grand-chose encore en termes de durabilité de réponse, etc. Chez des patients VIH-. Alors, vouloir comparer nos patients VIH+, aux réponses chez les patients VIH-, qu'on ne connaît pas si bien que ça, c'est quand même un challenge.
Oui, c'est un gros challenge, je suis d'accord. Mais alors, en fait, si tu veux, les prélèvements de Covidef correspondent en timing à ceux de Covidiv. Comme d'ailleurs ceux de French Covid, qui ont été faits sur le même modèle, sur le protocole ISARIC, en fait. Et donc, on a de toute façon colligé le début des symptômes dans les 3 cohortes, en fait. Donc, on va pouvoir essayer d'apparier par rapport déjà au début des symptômes et pas simplement la date de diagnostic qui, effectivement, peut varier d'un patient à un autre. Bon, je vous rappelle que tout le monde n'est pas immuno ou infectieux, hein, donc il faut que ce soit quand même partagé. Je pense qu'il faut qu'on arrête la discussion immuno, que vous la repreniez vraiment ensemble. Mais moi, ce que je trouve intéressant quand même même pas quand même dans cette cohorte, c'est que ça va étudier l'interaction Covid-VIH. C'est une interaction qui est pas banale du tout, quoi. Hein. C'est vrai que le Covid peut très bien stimuler le VIH ou stimuler des infections latentes. Dans cette optique, c'est vraiment intéressant. C'est utile. Ouais. Et aussi, Antoine, est-ce que tu as prévu un petit focus sur les post-Covid? Parce qu'on a de plus en plus de patients maintenant qui ont des formes prolongées ou résurgentes. Ouais. Est-ce que tu as prévu quelque chose? C'est-à-dire qu'en fait, nous, les patients, ils sont suivis 6 mois, en fait, à partir de leur date de diagnostic. Donc, s'il y a on va les suivre. Donc, c'est des post-Covid, si tu veux, s'ils sont suivis 6 mois. Et on analysera effectivement les différents paramètres, notamment, particulièrement virologiques, notamment sur le temps de PCR positif, voire d'excrétion virale et la pérennité des anticorps. Voilà, c'est ce qui est prévu, mais pas au-delà de 6 mois pour le moment. Sauf s'il y a rien. Questionnaire clinique, je veux dire, ce qui serait bien, c'est que tu mettes un questionnaire clinique sur les symptômes post-Covid. Est-ce qu'ils ont eu des symptômes prolongés, résurgents? Oui, mais ils ont un questionnaire clinique jusqu'aux 6 mois. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un questionnaire qui est évolutif jusqu'à 6 mois. À chaque fois, on reprend tous les symptômes jusqu'à 6 mois et on voit la disparition progressive des différents symptômes. D'accord, parfait. Est-ce que vous vous posez d'autres questions sur Oui, Covid? je voudrais poser une petite question. José Luis? Oui, c'est par rapport au tabac. Par rapport au tabac, dans vos études et dans les différentes cohortes que vous avez révisées, est-ce que vous avez une conclusion? Et je ne sais pas si vous avez eu des retours de Valérie Martinez à la Pitié sur l'effet du tabac et l'infection par Covid-19, notamment chez les patients VIH positifs. Est-ce que vous avez plus d'informations? L'effet de l'éther ou protecteur du tabac face au Covid. Non, moi, j'ai pas plus d'informations. Je peux dire simplement, dans la cohorte, ce sont des datas qui vont être colligées, mais dans notre cohorte, ils ont tous un diagnostic positif. Et c'est quand même, maintenant, est-ce que ça impactera ou pas sur la sévérité? Je ne sais absolument. Ouais, il y a plusieurs études en cours, José Luis, mais on n'a pas vu sortir le tabac ni en facteur protecteur, ni en facteur aggravant pour l'instant dans ces cohortes. Ok, merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Si je peux juste intervenir sur ce point. C'est Stéphane Jory-Guibéry à Bicêtre. Oui, vas-y Stéphane. Le tabac, quand même, là, je ne sais pas si vous avez vu passer ce superbe travail justement d'équipe de Laurence Meyer, de l'adresse et INSERM, sur plus de 12 000 franciliens étudiés là, vers le mois de mai. Clairement, le fait de fumer protège du risque de l'acquisition de Covid. Avec quasiment un risque multiplié par 2, si je me souviens bien, pour les non-fumeurs par rapport aux fumeurs, qui était d'ailleurs le rationnel de l'étude Nicopac, c'est le prénom exact, enfin, je l'ai retenu, de Valérie Martinez sur l'utilisation de nicotine comme facteur comme élément protecteur de l'acquisition de Covid. Et puis, il y a probablement quand même un effet du tabac, ce qui ne va pas m'inviter à stopper, il n'y a pas dans les médias. Et en tous les cas, il y a quand même une tendance qui a été repérée à plusieurs reprises d'un facteur protecteur. Et je pense que même dans le sous-groupe des patients VIH, alors, il faut être VIH et fumeur et faire bien évidemment un Covid, mais il devrait sans doute retrouver à terme quand même un effet indépendant d'être VIH ou pas. C'est tout. Oui, merci Stéphane. Je réfléchissais, nous, dans la cohorte qu'on a de patients post-Covid,
donc qui font des signes prolongés. Il y a très très peu de tabagiques. Ils sont que 3%, ce qui n'est pas du tout représentant de la population générale. Ouais. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Alors après, les excrétions lentes, bon, ça c'est bien connu globalement chez tout terrain immunodéprimé. Et c'est vrai que la question chez le VIH bien équilibré est intéressante puisqu'on sait que même la restauration immune en valeur absolue d'un nombre de T4 satisfaisant dépend quand même du nadir par lequel est passé le patient. Et pour le moment que la restauration immune de lymphocyte T4 n'est pas en nombre absolu, certes il restaure, mais sans doute que l'aspect fonctionnel n'est pas aussi parfait qu'un lymphocyte qui n'est jamais tombé trop bas par l'infection VIH. Donc c'est une question intéressante quand même de voir la réponse lymphocytaire immunologique à ce niveau-là. La qualité de la réponse. Si je puis me permettre, c'est Jean-Daniel, la réponse contre le Covid ne fait intervenir que des lymphocytes naïfs, que c'est un nouveau virus, et donc pas des réponses mémoire. Donc un petit peu différent qu'avec les autres. Probablement, les patients bien restaurés auront les mêmes réponses que les patients VIH-. Tout à fait. C'est ça? Ouais, ben c'est un peu ce qui sort pour l'instant. Vous voyez, la conclusion de tous ces travaux, c'est que les patients VIH sont un peu plus à risque de forme sévère, mais c'est plutôt parce qu'ils ont plus de facteurs de risque au même âge que la population générale. C'est pas le VIH lui-même, quoi. Mais ben, il faut encore le prouver, quoi. Oui, c'est intéressant pour ça quand même aussi. Et puis après, sur la question des blips des autres infections virales, j'ai envie de dire que oui, enfin, très probablement, il y a des blips de charge virale au cours de l'infection Covid, comme il y a aussi des réactivations d'autres virus, n'importe quelle infection virale. Mais tu vois, on devrait voir à ce moment-là, si c'était vrai, des poussées d'herpès, des zonas au moment du Covid. On n'en voit pas, en fait. Enfin, on en voit quelques-uns, mais c'est pas si fréquent. Non, mais pas plus que lorsque tu fais une grippe ou un autre virus respiratoire, tu vois, c'est pas. Je sais pas s'il y a forcément un lien comme ça, mais d'avoir une réplication EBV, par exemple, ou CMV, à l'occasion d'une autre co-infection virale, une primo-infection virale autre, c'est classique, en fait. Donc, Est-ce que vous avez d'autres questions ou même des difficultés pour vos patients? Est-ce qu'il y en a encore qui sont en difficulté d'approvisionnement de leurs antirétroviraux parce qu'ils sont coincés quelque part ou est-ce que tout va bien de ce côté-là? Je vois que Laurent est là. Bon, donc on peut peut-être passer, puisque tu es là, Jean-Daniel, à ta présentation. Oui, il faudrait juste me donner la main pour le partage, je ne l'ai pas. Alors tu vois, tu as partagé sur ton écran normalement. Oui, ça je connais bien. Je te remercie Dominique, je n'ai pas la main pour le faire. Ah, mince. Alors peut-être que Jérôme, si tu as envoyé ton... Ah, attends. Jérôme donne la main à Jean-Daniel. Faut me donner la main, quoi. Mais oui, mais t'as vu, Jérôme s'est levé, zut alors. Alors, ce que je peux peut-être faire, c'est, comme tu m'as envoyé ta présentation, c'est la mettre et puis la passer. Ouais, ce serait plus simple si c'est moi qui avais la main, mais. Bah oui, mais je ne sais pas comment. Je peux pas te la donner. Attends, je vais appeler. Ah voilà, Jérôme. Jérôme, j'ai pas Voilà. la main. Je n'ai pas la main, je peux pas partager là. Ah, tu n'as pas la main. Alors normalement, tu aurais pu pouvoir partager. Écoute, sinon, ce qu'on va faire. C'est l'organisateur qui doit donner la main. Ouais. Oui, c'est ça. C'est toi qui dois me donner la main. Normalement, tu dois avoir. Normalement, non. Hein. Si. Normalement, tu as les droits. Normalement, oui. Tu n'as pas partagé sur ton écran, Jean-Daniel? Non, mais j'ai fait déjà 250 réunions en GoTo, Cisco, WebEx et autres. Et là, je n'ai pas je l'avais tout à l'heure et là, je ne l'ai plus. Ouais, c'est bizarre parce que, surtout que normalement, il n'y a pas de souci. C'est pas rien, Jean-Daniel, je vais les passer pour toi. D'accord. Tu peux mettre en un peu plus grand parce que là, je... En plein écran. C'est bon là ou pas?
On va faire comme ça. Alors, merci. Donc, merci de m'avoir invité. Je vais vous parler un petit peu du, voilà, Ah ouais. voilà, parfait. Du développement de où est-ce on se trouve actuellement du développement d'un vaccin anti-SARS-CoV-2 et surtout faire le point sur la nécessaire accélération du développement de ce vaccin et de vous expliquer pourquoi cette accélération est à la fois nécessaire mais également possible. Diapositive suivante, ça c'est mes déclarations d'intérêt dans les 4 dernières années. Diapositive suivante. Vous savez comme moi que l'évolution de la pandémie Covid est en phase ascendante à l'heure actuelle. Après une stagnation, il y a de nouveau une vague qui est en train de se développer dans plusieurs pays. Là, c'était des données qui datent de septembre à plus de 30 millions de cas d'infection, près d'1 million de morts. Et vous savez comme moi que toutes les mesures qui ont été mises en place, et on l'a bien vu en France, peuvent être efficaces, mais sont temporaires et donc tout ça plaide pour le développement rapide d'un vaccin qui est probablement la seule manière d'essayer de se sortir de cette épidémie. On reviendra peut-être à la fin sur la question de l'immunité collective. En tout cas, je ne pense pas que l'immunité collective soit atteignable après une infection naturelle. Diapositive suivante. Alors pourquoi on peut envisager d'avoir rapidement un vaccin contre le SARS-CoV-2 parce que ce virus n'appartient pas à une famille de virus qui est complètement inconnue. Très rapidement, après la mise en évidence des premières infections l'année dernière, on a pu séquencer ce génome. On a vu que ce génome était donc le génome de ce virus était un coronavirus, que ce génome était très proche de 2 autres coronavirus qui étaient le SARS-CoV, et c'est pour ça qu'on l'appelait le SARS-CoV-2 et le MERS-CoV. Et donc ces virus appartiennent à une grande famille de virus dont il existe un très grand nombre de représentants dans le monde animal, et 7 coronavirus qui sont susceptibles d'infecter l'homme, 4 qui sont à l'origine de pathologies bénignes, dont certains ont été décrits il n'y a pas très longtemps, et donc 3 à l'origine de pathologies plus graves. Diapositive suivante. Alors, parallèlement à la mise en évidence de ce virus, on a très vite pu décrypter la physiopathologie de la maladie, très vite mis en évidence que le récepteur ACE2, donc le récepteur, l'enzyme de conversion de l'angiotensine était le récepteur pour ce virus, comme il l'est d'ailleurs pour le SARS-CoV, avec quelques petites différences qui expliquent notamment que les souris soient pas infectables naturellement par le SARS-CoV-2, et on a mis en évidence l'implication d'autres enzymes cellulaires, notamment la protéase TMP-RSSD qui permet l'activation de la protéine S et donc la pénétration du virus à l'intérieur de la cellule. Alors, ce qui est important, c'est ce qui figure également ici sur la partie droite de la diapositive, c'est que contrairement aux 2 autres virus dont il est assez proche, c'est-à-dire le MERS-CoV et le SARS-CoV, le SARS-CoV-2 a une particularité, c'est de se répliquer comme les coronavirus banals au niveau des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire au niveau de l'oropharynx. Alors ceci est important parce que en termes de transmission, la transmission est complètement différente, et souvent les infections des voies aériennes supérieures sont asymptomatiques, donc il y a beaucoup d'asymptomatiques. Et c'est important aussi au niveau de l'immunité et de la mise au point d'un vaccin, parce que vous comprenez bien que vous allez devoir avoir une immunité en termes de prévention de la transmission qui doit être efficace à la fois sur le parenchyme pulmonaire, mais également sur le parenchyme au niveau de la sphère ORL, et c'est peut-être un des points d'achoppement des stratégies
vaccinales développées à l'heure actuelle. Diapositive suivante. Alors, si on a appris depuis le début de l'année quelles étaient les réponses immunitaires dont Antoine vous a parlé un petit peu dans sa présentation contre le SARS-CoV-2, on connaissait bien, on a une connaissance depuis quelques années assez fine des réponses immunitaires contre qui sont proches, le MERS-CoV et le SARS-CoV, et ceci à la fois après infection naturelle et dans les modèles animaux. Comme beaucoup d'autres virus, comme je dirais presque quasiment tous les virus, il y a deux types de réponses qui se mettent en place. Une réponse qui est de type anticorps, donc les anticorps et notamment les anticorps neutralisants qui sont dirigés contre les parties les plus extérieures du virus vont empêcher la pénétration du virus à l'intérieur des cellules hôtes et donc bloquer l'infection. Et les réponses cellulaires T, dirigées à la fois contre des protéines de structure, comme c'est le cas au cours de l'infection VIH. Vous savez que les protéines les plus importantes en termes de contrôle de l'infection sont les réponses cellulaires T les plus importantes en termes de contrôle de l'infection sont les réponses cellulaires dirigées contre les protéines de structure comme GAG, mais également ici, on note un rôle important des réponses cellulaires contre les protéines d'enveloppe. Alors, au cours de ces deux infections, on a pu montrer que la réponse la plus intéressante et en tout cas qui semblait assez pertinente pour protéger contre l'infection était la réponse anticorps neutralisant contre la protéine S, la protéine spike du virus et notamment de ses sous-unités. Et très clairement, dans les modèles animaux, on a mis en évidence que cette réponse était protectrice quand on utilisait des vaccins qui visaient à induire cette réponse, mais également quand on utilisait des anticorps qui avaient été purifiés à partir de prélèvements humains et qu'on donnait aux animaux, on arrivait à les protéger contre une réponse, contre une infection par le SARS-CoV-2. Donc tout ça a fait que très vite, on a défini cette protéine S comme la protéine d'intérêt pour un futur vaccin. Il y a des vaccins MERS-CoV qui ont été développés et qui se centraient sur cette protéine S. Et c'est aussi cette protéine qui a été très rapidement l'objet de toutes les attentions des gens qui ont développé des vaccins. Alors, est-ce que pour autant la réponse lymphocytaire T est dénuée d'intérêt? Non, puisqu'on a montré qu'elle peut être importante dans des modèles animaux. Il y a même des modèles animaux où quand on fait uniquement de la réponse lymphocytaire T, on est protégé contre l'infection et contre la gravité de l'infection. Et puis ce qu'on a pu montrer aussi, c'est que chez l'homme, la qualité de cette réponse est importante et qu'un excès de réponse lymphocytaire CD4 de type TH2, alors c'est la production de certaines cytokines comme l'IL4 notamment, est associé à un mauvais pronostic, alors que la production de cytokines associées à un profil TH1 comme l'IL2, l'interféron gamma, est associée plutôt à un bon pronostic. Alors ça, vous me direz, bon, c'est intéressant, c'est du débat d'immunologiste. Oui et non, parce que quand on va utiliser des vaccins qui sont des vaccins protéiques, on va les associer à des adjuvants. Et certains adjuvants donnent plutôt une réponse TH1, d'autres plutôt une réponse TH2. Donc, c'est un moyen dans des stratégies vaccinales de pouvoir définir quels sont les meilleurs adjuvants. Diapositive suivante. Alors, il y a un point important avec les infections à coronavirus, mais qui n'est pas caractéristique uniquement de ces infections, c'est la possibilité que la réponse immunitaire en fait soit délétère. Alors ce caractère délétère de la réponse immunitaire, et notamment de la réponse humorale, la réponse lymphocytaire peut l'être aussi, mais ce qui a été beaucoup décrit, c'est la réponse humorale, donc la réponse anticorps. C'est connu après des infections naturelles par certains virus, typiquement contre le virus contre la dengue, mais également Zika ou Ebola, ou après vaccination. Et ça, il y avait des candidats vaccins qui ont été accusés d'aggraver, de favoriser les infections, et surtout, ça a été très bien décrit dans les années 60, avec les candidats vaccins contre le VRS, qui non seulement ne protégeaient pas
contre l'infection, mais qui induisait des effets indésirables. En gros, quand les enfants avaient été vaccinés avec ces candidats vaccins qui étaient imparfaits, la réponse anticorps n'induisait pas de protection contre l'infection, mais induisait par un phénomène de complexe circulant circulant entre guillemets, parce que c'était présent dans les poumons, des bronchoconstrictions au niveau des alvéoles, donc un phénomène délétère. Alors, ce sont des phénomènes qui sont très bien connus avec les infections avec les coronavirus, notamment les coronavirus animaux, et qui passent par la partie FC des immunoglobulines, donc la partie qui est en Y des immunoglobulines. Et en gros, il y a deux grands mécanismes qui peuvent être mis en place. Soit l'anticorps va fixer le virus et via la partie, son fragment FC, être capté par des cellules de l'immunité, essentiellement des macrophages, et plutôt qu'être détruit au sein des macrophages, le complexe va favoriser la propagation de l'infection, ça c'est la première chose. Soit le complexe formé entre le virus et l'anticorps va induire au sein du macrophage une réponse, une activation inappropriée de ce macrophage. C'est ce qui a été décrit avec le virus SARS-CoV dans un modèle de vaccination que vous voyez représenté à droite de votre diapositive. Donc, en A, vous avez le schéma vaccinal, c'est des singes qui sont des singes rhésus macaques qui ont été vaccinés avec un vaccin pour lequel je ne vais pas entrer en détail à l'heure actuelle, mais qui code pour la fameuse protéine S du SARS-CoV, ou avec un vaccin irrelevant. Et puis, vous voyez, 8 semaines après, la petite flèche noire, les singes vont être infectés. Alors, qu'est-ce que l'on voit dans ce modèle? En B, c'est l'induction des anticorps neutralisants. Et vous voyez que en bleu, ils sont induits très rapidement chez les singes qui sont vaccinés, alors que les singes qui ont été vaccinés avec le vaccin non relevant, ils ont des anticorps qui apparaissent après l'infection et pas avant. Alors, vous voyez en C, alors vous voyez peut-être pas très bien parce que c'est en tout petit, mais vous pouvez me croire sur parole. Vous voyez que les points bleus sont plutôt vers le bas et les points ronds, les points noirs plutôt vers le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a bien un contrôle. Ces anticorps sont efficaces pour contrôler la réplication du virus au niveau des poumons et au niveau des voies aériennes supérieures. Pour autant, et c'est ce que vous voyez en E, les singes vont développer plus de lésions pulmonaires quand ils ont été vaccinés du fait de cet effet délétère de la réponse immunitaire. Et en fait, on a pu retrouver, comme je vous le disais, que ces anticorps induisaient des anomalies au niveau des macrophages pulmonaires et induisaient un état pro-inflammatoire de ces macrophages pulmonaires. Alors, certaines équipes ont essayé de comprendre ce qui se passait et certains ont dit, en fait, c'est la quantité d'anticorps. Moins il y a d'anticorps, plus il y a cet effet indésirable. Et puis d'autres ont dit, en fait, c'est la spécificité, c'est-à-dire l'endroit contre lequel de la partie de cette protéine d'enveloppe qui pose problème. Et certains ont pu démontrer que c'était des anticorps qui se trouvaient hors du domaine qu'on appelle RBD. Le domaine RBD, c'est vraiment le domaine qui se fixe au récepteur qui est la CE2. Et donc, certains développeurs de vaccins n'utilisent pas la protéine entière, mais uniquement le domaine RBD dans le développement d'un vaccin anti-SARS-CoV-2. Diapositive suivante. Les données qui ont été obtenues dans les modèles animaux du SARS-CoV et du MERS-CoV ont permis très rapidement également dans le SARS-CoV-2 de mettre en place des modèles animaux pour comprendre comment fonctionnait ce virus et surtout de pouvoir rapidement avoir des résultats immunologiques à la fois uniquement immunologiques et de protection. Et en gros, dans les modèles qui sont actuellement développés, la souris et le hamster sont des très bons modèles pour aller vite et pour regarder si vous avez une réponse immunitaire. Mais le modèle le plus pertinent est le modèle macaque, qui permet vraiment de s'assurer que la stratégie vaccinale va protéger
Et surtout, le macaque, évidemment, est beaucoup plus proche phylogénétiquement de l'homme. Donc, on va s'assurer qu'on voit pas cet effet délétère qu'on avait pu voir avec le SARS-CoV, et donc penser que ça ne va pas apparaître dans les essais avec le SARS-CoV-2. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun effet délétère qui n'a pu être retrouvé dans les modèles animaux de vaccination contre le SARS-CoV-2, et les gens que j'ai pu interroger qui étudient les réponses anticorps après infection naturelle contre le SARS-CoV-2 m'ont dit que ce type d'anticorps n'avait pu être mis en évidence. Diapositive suivante. Alors, l'expérience avec le vaccin Ebola permet par ailleurs de montrer que la durée de développement du vaccin peut être réduite. Alors, vous savez que d'habitude, on fait des études dans le modèle animal, ensuite on va passer en phase 1 chez l'homme, en phase 2 chez l'homme, en phase 3 chez l'homme, et puis ensuite on va passer à une étape de mise sur le marché avec développement, production de grandes quantités de vaccins. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre du SARS-CoV-2? On a pu déjà réduire un petit peu le développement de ces différentes phases chez l'animal et chez l'homme, sans toutefois remettre en cause la notion de on regarde la tolérance chez l'animal, on regarde la tolérance chez l'homme et ensuite on regarde l'efficacité. Donc on ne commence pas un essai de phase 3 sans s'être assuré qu'il n'y avait pas d'effet indésirable de type allergie immédiate avec des vaccins dans des phases 1. Donc on ne joue pas sur la sécurité vaccinale, mais on a pu réduire cette phase. La partie la plus importante est la partie du bas de cette diapositive. Et vous voyez le point qui va être majeur, c'est que en fait, les laboratoires pharmaceutiques, dès qu'ils ont des premières données qui leur laissent supposer qu'ils vont être efficaces, et ceci a été basé beaucoup sur ce qu'ils avaient pu obtenir dans les autres, dans d'autres infections avec les mêmes types de plateformes vaccinales et avec le SARS-CoV, ils ont très vite lancé des productions importantes de vaccins. Et ce qui explique que beaucoup de laboratoires pharmaceutiques sont en train de nous dire que dès qu'ils auront les résultats de phase 3, eh ben, ils vont pouvoir très rapidement délivrer des quantités très importantes de vaccins, plusieurs centaines de millions de doses. Pourquoi? Parce que ils ont mis dès le départ en place leur chaîne de production, et ils ont construit dès le départ des usines parce que ils ont misé sur des candidats vaccins dont ils espéraient qu'ils seraient efficaces. Diapositive suivante. Et donc, quels sont ces candidats vaccins? Ces candidats vaccins, vous les voyez à gauche, qui sont des candidats vaccins classiques, qui sont les virus inactivés, les virus vivants atténués et les vaccins sous forme de protéines, ces protéines étant soit toutes seules, soit sous la forme de VLP, donc qui sont ces protéines qui sont présentes à la surface d'une structure qui ressemble un petit peu à un virus, mais qui n'en est pas une. Et puis à droite, vous avez les nouveaux candidats vaccins. Alors pas celui qui est tout en bas, qui est plutôt un candidat de vaccination thérapeutique, mais les trois autres, les vecteurs viraux, les ADN et les ARN. Diapositive suivante. Alors, les plateformes classiques peuvent être utilisées, et elles le sont, mais elles peuvent présenter un certain nombre d'inconvénients. Alors, je dirais le principal, c'est pour les vaccins vivants atténués, parce que pour faire un vaccin vivant atténué, évidemment, il faut atténuer le virus, et le virus, spontanément, peut être à l'origine de pathologies sévères, et donc pour ça, il va falloir un laboratoire de sécurité de type BSL-3 pour fabriquer ce vaccin, et c'est pas facile. Il faut s'assurer que le vaccin soit bien atténué, et donc tout ça est très compliqué. Il y a quand même des équipes qui développent ce type de vaccin, mais enfin c'est pas ce qu'on préfère. Les vaccins inactivés et les vaccins protéiques posent un petit peu moins de problèmes, mais pour le vaccin inactivé, il faut quand même inactiver le vaccin, s'assurer qu'il est bien inactivé, et puis on sait que quand on inactive un vaccin, on peut lui faire perdre de l'immunogénicité. On va modifier la structure des protéines qui seront pas comme dans un virus normal, et donc on va perdre de l'efficacité. Pour autant, il y a des études qui sont en cours de phase 2, de phase 3, avec des vaccins inactivés, dont certains sont assez avancés, développés par des
notamment des laboratoires pharmaceutiques chinois. Et puis, on a des résultats qui n'étaient pas inintéressants avec des phases 1 avec le SARS-CoV. Pour les protéines, c'est un petit peu la même chose. Et puis, on le verra, les protéines sont souvent produites sur des systèmes qui ne sont pas des systèmes, ce qu'on appelle eucaryotes, donc souvent sur des bactéries ou d'autres systèmes, et qui font que ces protéines n'ont pas les mêmes caractéristiques que les protéines qui sont produites après une infection naturelle. Alors, c'est probablement un problème important pour des virus comme le VIH, peut-être un petit peu moins pour le virus, pour le SARS-CoV-2. Et puis surtout, les protéines nécessitent des adjuvants. Et ça peut poser problème parce qu'on ne sait pas forcément quels sont les meilleurs adjuvants. Pour autant, vous voyez, il y a quand même un certain nombre de protéines qui sont en phase 2. Diapositive suivante. Alors, ce qui a révolutionné ces dernières années le développement de vaccins contre des virus émergents, et on a utilisé ce type de vaccin pour Ebola, pour Zika, on l'utilise évidemment pour le VIH, c'est des nouvelles plateformes vaccinales qui ont l'avantage d'être facilement utilisées, qui permettent un développement rapide de vaccins, qui peuvent induire des réponses humorales et cellulaires, et en fait qui sont un peu comme du Lego. En fait, on a déjà une structure qui est déjà faite, et dans cette structure qui est déjà faite, on va changer juste une partie qui permet de coder pour la protéine d'intérêt. Et donc, on a la structure et on change à chaque fois. Et donc ça, c'est très intéressant, et ça permet d'aller très vite et d'avoir un développement très rapide. En plus, c'est un peu comme avec un vaccin vivant atténué, la protéine est produite in vivo et pas ex vivo, donc c'est le vaccin lui-même qui va produire à l'intérieur de l'organisme la protéine, donc on a besoin d'apporter moins de vaccins, et comme je viens de vous le dire, cette protéine va avoir toutes les caractéristiques qu'elle aurait après une infection naturelle, donc on va retrouver l'immunogénicité et la structure attendue de la protéine. Diapositive suivante. Alors il y a deux grands types de vaccins. Le premier, c'est les vecteurs viraux. C'est quoi ces vecteurs viraux? C'est soit des vaccins ADN, vous les voyez en vert en bas. Vaccin ADN, ça veut dire un vaccin un virus qui a lui-même comme matériel génétique un ADN, et on va couper un petit bout de cet ADN, vous le voyez au milieu là avec le MVA, on va le remplacer par l'ADN qui va coder pour la protéine qui nous intéresse. Dans le cadre du SARS-CoV-2, c'est la protéine S. Et on va avoir un nouveau virus qui est généralement défectif, qui fait qu'un cycle de réplication cellulaire, mais qui va produire à l'intérieur de l'organisme la protéine d'intérêt. Donc on utilise pas mal de vecteurs viraux, mais essentiellement les adénovirus dont vous avez beaucoup entendu parler, le MVA qui est un pox virus, donc un dérivé de la variole, et on utilise aussi des vaccins à ARN qui sont un petit peu plus complexes parce que c'est moins facile de faire ces jeux de Lego là où on découpe et on remplace le matériel génétique avec des vaccins ARN, mais il y en a deux, et celui dont on a sans doute le plus entendu parler en France, c'est le vaccin de la rougeole, puisqu'il a été développé par l'équipe de Frédéric Tangy à Pasteur, et qui Frédéric a vendu sa licence aux Australiens qui le développent actuellement avec Merck. Diapositive suivante. Alors, certains d'entre eux sont déjà disponibles, c'est-à-dire qu'on a déjà, contrairement à d'autres, aux autres plateformes dont je vous parlais, il y a déjà des vaccins qui sont disponibles avec ce type de plateforme vaccinale, avec des vecteurs viraux qu'on a modifiés et auxquels on a fait exprimer des gènes étrangers, et c'est le cas d'Ebola. Et vous savez qu'il y a 3 vaccins en fait qui sont disponibles. Un vaccin qui repose sur l'utilisation d'un vecteur VSV, c'est Ervebo, c'est le plus ancien, et puis 2 qui viennent d'être développés par Janssen, un vaccin adénovirus 26 qui s'appelle Zabdeno, et un vaccin MVA-BA qui est développé à partir d'un vecteur viral MVA. Alors déjà, vous voyez, on a la connaissance de la tolérance de ce type de plateforme dans d'autres
dans d'autres infections. Et la plateforme Adeno26, vous le savez peut-être, est développée à l'heure actuelle dans des essais de phase 2, phase 3, dans le VIH, mais également dans le virus respiratoire syncytial. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'essais sur le COV2 et qu'on a eu également des résultats d'essais de phase 1 pour le MERS-CoV avec certains de ces protéines, ces vecteurs viraux. Alors, est-ce que tous ces vecteurs viraux sont équivalents? Non. Il faut regarder la dernière partie de ce tableau, la partie la plus à droite, pour des questions un petit peu complexes et pas toujours très bien compris. Il existe évidemment contre ces vecteurs viraux sont des virus, donc il existe une réponse contre le vecteur lui-même. Et cette réponse contre le vecteur peut être un frein à l'utilisation du vaccin, soit parce qu'il existe une réponse préexistante, soit parce qu'elle va être induite par le vaccin. Alors, vous voyez, ça n'existe pas pour les poxvirus, ça n'existe pas pour le VSV, ça n'existe pas pour la rougeole, mais par contre, ça existe pour tous les vaccins de type vecteurs viraux faisant appel à des adénovirus. Ce qui explique que, par exemple, Janssen ait utilisé un adénovirus 26, parce que l'adénovirus 26, c'est un virus respiratoire des rhumes, mais c'est un sérotype. Il y a énormément de sérotypes d'adénovirus qui est très rare parmi la population générale. Donc, on n'est pas gêné déjà par une immunité préexistante. Par contre, on ne sait pas si on peut répéter à l'infini ce type de vaccin. Et certains, comme évidemment Oxford et AstraZeneca, ont utilisé pour ne pas être du tout gênés par une réponse préexistante des virus qui, eux, sont présents chez les chimpanzés. Et c'est le chimp AdenoX qui est développé par AstraZeneca. Diapositive suivante. Alors, les autres plateformes vaccinales, nouvelles, c'est le vaccin ADN. Alors, le vaccin ADN, c'est juste un ADN et dans lequel on va mettre un plasmide, un petit gène d'intérêt. Donc, c'est encore beaucoup plus simple. C'est intéressant parce que c'est très simple à faire et très vite. Et puis, on a des vecteurs, on a des vaccins vétérinaires qui sont disponibles avec ce type de vaccin. À côté, on a les vaccins ARN, alors qui sont eux tout à fait nouveaux. C'est la phase d'après. Vous savez que l'ADN est transformé en ARN. Et là, on va mettre la séquence commandante dans deux types de vaccins. Des vaccins ARN qu'on appelle non-amplifying, donc qui sont pas capables de s'auto-amplifier, et d'autres qui sont capables de s'amplifier. Alors, le grand avantage des vaccins ARN, c'est que l'ARN en soi-même est un adjuvant, c'est-à-dire qu'il va être reconnu par la cellule qui est le chef d'orchestre de la réponse immunitaire, qui est la cellule dendritique, et qui va produire les protéines d'intérêt comme un élément étranger. Donc, ça va favoriser la maturation de ces cellules dendritiques. Et donc, ça va faire des vaccins très immunogènes. Diapositive suivante. Cependant, contrairement aux autres vaccins, on a assez peu de données sur ces plateformes vaccinales à l'heure actuelle. Je dis que le vaccin ADN, il existait en médecine vétérinaire, mais on n'en a pas en médecine humaine. Les vaccins ADN, c'est quand même pas très immunogène parce que l'ADN n'est pas reconnu comme étranger par la cellule dendritique. Ça nécessite, pour être optimal, des voies d'injection un petit peu complexes. Pour autant, il y a plein d'études avec d'autres pathogènes dont on dispose, et il y a des études avec le MERS-CoV et le SARS-CoV en phase 1. Le vaccin ARN est sans doute très immunogénique, très, très intéressant. Alors là, pour l'instant, on n'a pas du tout de retour avec d'autres pathogènes, ce qui ne veut pas dire que c'est pas potentiellement un vaccin très intéressant, mais évidemment, on a plus pas de crainte, mais on veut évidemment être beaucoup plus sûr qu'on n'aura pas de problème de tolérance de ces vaccins. Et vous savez, à l'heure actuelle, il y a deux grands groupes pharmaceutiques, Pfizer et Moderna, qui développent ces stratégies. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement? Je ne vais pas entrer en détail sur cette diapositive, mais sur les résultats des essais de phase 2 des vaccins qui sont actuellement développés en phase 3. C'est que globalement, ils sont tous immunogènes, peu ou prou. Il y en a qu'on pourrait dire plus immunogènes ou moins immunogènes. C'est très compliqué. On ne peut pas comparer
d'une étude à l'autre parce que les tests ne sont pas sont pas les mêmes, mais globalement, ils sont immunogènes. Ce qui va les différencier, c'est que certains vaccins vont pouvoir être donnés sous la forme d'une seule dose, et notamment c'est la manière dont Janssen vend son vaccin adénovirus 26, et c'est très important évidemment pour l'adhérence, pour être sûr que c'est bien fait si vous avez besoin de délivrer qu'une seule dose, que si vous êtes obligé d'en faire 2 voire 3 avec des vaccins inactivés ou avec des vaccins ADN, et que à l'heure actuelle la tolérance est bonne, avec toutefois, et j'avais modifié un petit peu les diapositives que j'avais envoyées à Jérôme et Dominique, vous le savez bien, un arrêt de l'essai de phase 3 du vaccin chimp adéno-OX1 développé par Oxford et AstraZeneca pour la survenue de 2 myélites dont on ne sait pas pour l'instant si elles sont ou pas liées à la stratégie vaccinale. Diapositive suivante. Au total, on peut considérer comme sereinement le développement d'un SARS-CoV-2 et l'accélération de ce développement parce qu'on avait des données disponibles sur la réponse immunitaire post-vaccinale avec des virus proches, le MERS-CoV et le SARS-CoV. On a les modèles animaux qui nous permettent de très rapidement analyser et de sélectionner des candidats vaccins. On a ces nouvelles plateformes vaccinales qui ont été validées pour d'autres et qui sont un plus pour accélérer la plateforme vaccinale, et que si on a pu modifier un petit peu le schéma classique, c'est sans mettre en danger les volontaires, sans passer à côté des effets indésirables. Et vous voyez très bien ce qui est arrivé avec ce que je viens de vous dire avec l'essai clinique d'AstraZeneca. Il peut y avoir de temps en temps des effets indésirables, et on arrête les essais comme dans n'importe quel développement vaccinal. Diapositive suivante. Au total, finalement, le facteur qui va être peut-être limitant, c'est la mise en œuvre de politiques d'immunisation, parce que il faut définir les populations qui sont à risque, et c'est très simple pour les sujets âgés, pour les sujets moins âgés, c'est-à-dire âgés, ici c'est plus de 65 ans, on peut discuter si on est âgé ou pas, plus de 65 ans ou pas. Mais pour les sujets plus jeunes, c'est très difficile de dire quels sont les facteurs de risque qu'il faut prendre en compte. Certains sont très bien caractérisés, d'autres, on parle du diabète, mais on ne sait pas si c'est le diabète ancien, si on parle d'hypertension artérielle, est-ce que c'est l'hypertension artérielle mal contrôlée. Donc tous ces facteurs cardiovasculaires qui semblent évidents et dont on nous rabâche, je dirais, régulièrement les oreilles, finalement, on sait très peu comment ils interviennent, et on sait très peu comment les caractériser à l'échelon individuel et dire qu'un individu est à risque. L'obésité semble un petit peu plus claire, et donc ça va être très compliqué de savoir comment choisir, comment prioriser les choix vaccinaux. Diapositive suivante. Et les résultats d'un certain nombre de facteurs peuvent modifier évidemment la politique vaccinale qui vont être mis en place. Évidemment, c'est le niveau d'efficacité du vaccin. Et puis savoir si le vaccin va jouer à l'échelon individuel, c'est-à-dire sur la sévérité de la maladie ou sur le portage viral. Et il y a un certain nombre de vaccins dont on voit dans les modèles animaux ils sont très efficaces pour protéger contre la sévérité de la maladie, mais impactent insuffisamment sur le portage viral. Comme je vous l'ai dit, la capacité est efficace après une seule dose, qui est évidemment un plus. L'évolution de la pandémie, c'est-à-dire que si la pandémie est en train de diminuer, évidemment, on va pas vacciner à large tout le monde, et même si d'ailleurs elle n'est pas en train de diminuer. Et enfin, et surtout, l'adhésion des populations cibles, parce que vous savez comme moi, qu'il y a en France, et pas uniquement en France, une grande hésitation vaccinale de manière générale. Et il semble que contre le Covid lui-même, il y ait déjà près de 30 à 40% de la population qui soit hésitante à se faire vacciner contre le Covid. Et merci pour votre attention, et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Jean-Daniel, avant que des gens te posent des questions, je voulais aussi te remercier parce que tu as fait partie aussi des gens qui nous ont permis d'avoir des informations tout au long du confinement. Et tu as répondu présent au même titre que Dominique également et d'autres. Mais c'est vrai que ça a permis aussi de garder un lien en visio tout au long donc, de ce confinement. Et on avait hâte de savoir ce que tu allais nous dire sur le vaccin, puisque c'était la dernière qui aurait dû marquer donc, la réouverture donc, vers le déconfinement pour le coup.
Voilà. Très bien, merci à vous. Est-ce que certains ont des questions sur le vaccin? Et moi, j'en ai une. Hein. Il est pourquoi, Jean-Daniel? Alors, les différentes firmes nous annoncent pour certaines des réponses d'ici la fin de l'année, même avant. Tout ça, évidemment, est fonction de l'évolution de l'épidémie. Et par exemple, les vaccins les essais de phase 3 n'ont pas été mis en place en France parce qu'ils l'ont été au début de l'été. Au début de l'été, il n'y avait plus l'incidence était en baisse, donc il faut aller dans les pays où l'incidence restait importante. Il faut qu'il y ait suffisamment malheureusement d'infections pour qu'ils puissent voir s'il y a ou pas un impact des vaccins. Donc, on espère pour la fin de l'année pour les premiers candidats vaccins. Faut pas oublier que les premiers sont pas forcément les meilleurs, donc ça va être aussi une des problématiques. Une fois qu'un vaccin va dire ça marche, est-ce qu'on choisit celui-là? Enfin, ça va être une véritable discussion. En tout cas, merci Jean-Daniel, c'était excellent. Ton topo est à réécouter. Alors, j'avais une question, c'est sûr, moi ce qui m'inquiète un peu, tu vois, c'est le fait qu'on ait une immunité qui baisse après le Covid et qu'on découvre depuis, tu m'entends? Oui. Oui, quelque temps des réinfections. Non. Donc, est-ce que... Non, Dominique, alors je vais être très clair, à l'heure actuelle, il y a très peu de réinfections documentées. À ma connaissance, il y en a une, très clairement. Il y en a plusieurs, hein, puisque le PCC a fait une réunion là-dessus. Il y a plusieurs cas décrits dans la littérature maintenant. Non. La plupart des cas sont des cas qui posent problème, où le virus n'a pas été forcément séquencé, on n'a pas regardé s'il y avait une réponse immunitaire. Donc les cas vraiment documentés, c'est sur peut-être pas une, mais ça se tient sur la doigt de la main. Pour 30 millions de personnes qui ont été infectées et pour des gens comme moi ou comme d'autres qui cherchent ça tous les matins et qui se disent chouette, on va faire une analyse immunologique, c'est exceptionnel. Il faut pas oublier que on parle beaucoup et on a entendu parler de la séroprévalence qui est de 4,5, peut-être un peu plus importante, de 7,5% en France, et que toute notre réflexion est basée sur cette séroprévalence. Mais quand on regarde la réponse immunitaire post-Covid, il faut voir qu'il y a 3 cas de figure. Il y a les infections les plus sévères, où vous allez avoir tout type de réponse immunitaire. Et là, vous avez des réponses anticorps, et on voit très bien chez les sujets plus âgés. Et puis, vous avez des formes un petit peu moins sévères, où on a une réponse qui est uniquement lymphocytaire T. Et donc ça, on passe complètement à côté, et ça a été très très bien démontré récemment. Alors c'est moins facile à faire parce que c'est complexe de faire de la réponse immunitaire T, et donc on peut pas le faire comme on l'a fait dans tous nos hôpitaux, chez plusieurs centaines de personnes, c'est pas possible. Pourtant, quand on regarde les patients polysymptomatiques, ou même certains qui ont été symptomatiques, on a cette réponse lymphocytaire T. Et eux sont possiblement protégés, en tout cas protégés contre des formes graves. Et puis on a des gens qui font ni de la réponse lymphocytaire T, ni de la réponse anticorps systémique, mais qui font de la réponse muqueuses et qui font des IgA. Et ça a été montré. Il y a aussi des équipes qui ont été montrées. Donc, il y a probablement beaucoup plus de gens qu'on imagine qui ont été en contact avec le Covid et qui ont fait une réponse immunitaire qui est probablement protectrice. Pour autant, on peut pas la mettre en évidence parce qu'on n'a pas les moyens. On fait pas des IgA salivaires tous les jours. C'est compliqué de le faire dans la grippe. Et il y a que quelques équipes qui le fassent dans le Covid, et on n'a pas les réponses lymphocytaires T. Alors c'est important parce que les réponses lymphocytaires T, on a pu montrer dans le SARS-CoV qu'elles persistaient plus de 10 ans. Vous savez, il y a toute la question en plus sur l'immunité croisée qui est une question un peu particulière, mais elle persiste plus que 10 ans, alors que la réponse anticorps persiste que 2 à 3 ans dans le SARS-CoV. Et donc ça, c'est une vraie question, une vraie interrogation, et ce qui explique aussi que, voilà, moi je vous ai présenté les essais cliniques les plus avancés, les phases 3, mais il y a des gens qui sont beaucoup moins avancés qui disent, il faudrait peut-être mettre un petit peu d'épitope T, il faudrait faire plutôt un vaccin T plutôt que faire un vaccin uniquement anticorps, et donc il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Mon équipe, dans le cadre du VRI, mais pas uniquement, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus pour dire qu'il y a peut-être d'autres stratégies qui sont intéressantes. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les premières stratégies seront pas forcément les meilleures. Il y aura peut-être d'autres choses, et dans le futur, on aura peut-être des vaccins qui sont très différents de ceux-ci. On espère simplement que ceux qu'on va avoir là maintenant vont nous permettre
faire un hold, un arrêt dans l'évolution de l'épidémie. Donc, tu es rassuré sur le fait qu'il y a des petites mutations du Covid, mais qu'elles seront couvertes par le vaccin. Ça ne sera pas un obstacle. Alors, les mutations, il faut savoir que le Covid peut muter puisqu'il y a maintenant 7 clades qui sont présentes et on sait qu'il peut muter in vitro. Et ça a été très bien montré et c'est pour ça que un personnage célèbre qui a à peu près de 70 ans et qui est assez blond, est assez stupide, a reçu non pas un seul anticorps mais une combinaison d'anticorps. Pourquoi? Parce que l'équipe de Michel Nussensweg au Rockefeller Institute à New York a montré que lorsqu'il utilise un seul anticorps in vitro, on peut très vite faire muter le virus et donc on va utiliser des anticorps thérapeutiques. Il faut en mettre au moins 3. Mais quand on est dans le cadre d'une infection naturelle, on n'a pas une réponse contre un seul épitope, même si il semble qu'il y ait assez peu d'épitopes qui soient pertinents, on a une réponse contre beaucoup d'épitopes et pour l'instant, on n'a pas d'argument pour se dire que voilà, il faut un seul épitope et que si on n'a pas cet épitope, ça marche pas. Il y a des papiers qui viennent de sortir des études in silico et au laboratoire, par exemple, qui montrent que le variant qui a été sélectionné parce qu'il qui permettait une plus grande affinité de liaison au récepteur, est plutôt quelque chose qui n'impacte pas la réponse immunitaire et qui même serait plus affin par la neutralisation par les anticorps neutralisants. Donc on n'est pas du tout dans la problématique que le taux de mutation est pas celui de la grippe et pas celui du VIH, c'est 10 fois inférieur. Il n'y a pas des recombinaisons qui sont possibles parce que c'est comme la grippe, c'est pas un virus segmenté. Donc on est beaucoup moins inquiet qu'avec ce type de virus pour ce qui est des problèmes de mutation. Je vous dis ça le 12 octobre, peut-être le 12 octobre 2022, je vous dirai autre chose, mais en tout cas en 2020, non, on ne l'est pas. Je vais rouvrir les micros pour les gens qui sont. Je vais rouvrir les micros pour les gens qui sont par téléphone. Merci, c'était vraiment très intéressant. Voilà, je voulais le dire, c'était clair. Merci. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment d'en profiter. Oui. Moi, Stéphane? Je voyais quelqu'un qui avait commencé à parler, mais oui, moi j'avais deux questions. Donc, tu peux te présenter? Comment? C'est Stéphane. Stéphane Jorguibéry, Bicêtre, oui. Oui, moi je voulais poser la question sur l'utilisation de plasma de convalescents. Il semblerait que ça fonctionne, donc on comprend bien, hein, c'est finalement un cocktail d'anticorps multiples qui rend service au moins de manière transitoire, mais peut-être pour passer un cap aigu. Moi j'avais une question sur l'approche très immunogène. Est-ce qu'on craint pas justement, et je crois que vous avez fait référence au vaccin contre la dengue, là, Dengvaxia, qui finalement a été bloqué pour ce titre-là, cette fameuse théorie des anticorps facilitants. Donc, est-ce qu'on ne craint pas, en cas on va dire de prévalence relativement importante de l'infection dans la population, de revacciner au cours d'une vaccination de masse, de vacciner des gens qui auraient fait la maladie naturellement et qui risqueraient d'être vaccinés par un vaccin donc très efficace, très immunogène, avec un risque donc de maladie, d'infection sévère en fait en cas de réexposition au virus. Alors la dengue, c'est un peu différent. Puis la dengue, il y a plusieurs sérotypes. Donc ce qui peut poser problème aussi, c'est que quand tu as une réponse contre un premier sérotype et que tu as une nouvelle infection, la nouvelle infection va favoriser la réponse contre le précédent sérotype au détriment du nouveau sérotype qui devient dès lors un petit peu plus grave. Ça, on va pas avoir avec le SARS-CoV-2. Les éléments dont on dispose pour l'instant sont des éléments plutôt avec le SARS-CoV chez l'animal. Alors il y en a chez la souris, mais qui sont plus anecdotiques. Il y a ce que je vous ai montré avec le singe. Il faut pas oublier quand même que dans ces
ces cas très particuliers où c'est probablement l'effet combiné de l'antigène, donc du virus et de l'anticorps, que quand on va infecter un singe, on va infecter le singe avec des quantités monstrueuses de virus. Et ce qui va pas être le cas quand on se trouve avec une infection naturelle. Et si ce que tu disais pouvait poser problème, on comprend mal pourquoi, par exemple, quelqu'un comme moi qui a été infecté par le SARS-CoV au mois de mars, ensuite j'avais plein d'anticorps. Si je suis de nouveau en contact avec le virus, j'ai une immunité naturelle, donc à ce moment-là, si mes anticorps posaient problème, je risquerais de refaire ces formes assez sévères. Donc, on s'attendrait à voir ces formes sévères au cours du temps chez des gens qui ont déjà été infectés par une première fois. Une première fois par le virus, et ça, on le voit pas tellement. Donc, c'est quelque chose qu'on garde en tête, mais c'est pour l'instant dans un modèle assez particulier qui est celui d'un modèle vaccinal avec toutes les limites du modèle vaccinal. On sait que ça existe dans les coronavirus animaux, mais pas avec tous les coronavirus animaux, que tous ces phénomènes d'immunopathologie et de protection sont des problèmes qui existent avec tous les virus respiratoires. Pour l'instant, voilà, on n'a pas de données chez l'animal, on n'a pas de gens qui soient aggravés d'un seul coup, alors qu'on trouvait pas le virus, qui font des tableaux de type SARS-CoV sans virus du tout, alors qu'ils avaient fait ça il y a 6 mois auparavant. Donc voilà, il faut garder ça en tête, mais on n'a pas de données qui nous laissent penser que ça puisse exister chez l'homme. Merci beaucoup, Jean-Daniel. C'est toujours un plaisir de partager des infos avec toi. On va reprendre l'ordre du jour et on en vient à une question effectivement qui est importante puisque on a eu un membre du bureau qui est parti. Dominique, si tu veux en dire un petit mot. Il faut juste rouvrir ton micro. Attends, je te réouvre ton micro. Ouais, merci, mais tu peux continuer, Jérôme, il n'y a pas de souci. Vas-y. Voilà, vous connaissez tous Mathieu Gagné de Aide, qui était très actif, qui a travaillé dans pas mal de services et qui, en fait, a eu une promotion. Il a été responsable de formation à Aide, et puis il a pris d'autres rôles. Donc, ça lui faisait vraiment beaucoup d'être au bureau. On a beaucoup apprécié sa présence, mais on n'a pas pu le retenir. Et puis, il est surtout parti de Aide. Oui, bon, ça, après, c'est son... Ouais. Donc, voilà, ça fait qu'on a maintenant une place au bureau et qu'on voudrait vous en parler, pas forcément voter. Non, de toute façon, on ne veut pas voter aujourd'hui, mais Jérôme va vous expliquer un petit peu la procédure de l'élection qu'on voudrait faire quand même à distance. Voilà, donc en fait, Mathieu était précédemment chez Aide, et donc il s'agit en fait d'une place au niveau du collège 3. Et donc, de ce fait, on vous propose de pouvoir déjà avoir les candidatures. Alors, les personnes qui sont possiblement, qui peuvent possiblement remplacer Mathieu au sein du bureau sont effectivement les membres titulaires qui s'affichent à l'écran. Donc, il y a Bernadette Reguera de Icambere, Christine Cross de Aide, Grégory Beck de l'association des Petits Bonheurs, Xavier Coquet d'Active Santé, alors qui était anciennement vice-président et donc aussi membre du bureau, et Pélagie Bega qui est de chez Marie-Madeleine. Les membres qui pourront voter sont les membres titulaires du collège 3. Contrairement à ce qui est marqué dans la diapo, c'est collège 3. Et donc, en fait, effectivement, il faudra que si les 3 personnes qui sont intéressées et qui sont nommées ici, si l'une des 3 est intéressée, il faudra effectivement que ces gens nous fassent parvenir une profession de foi. Et puis, on organisera un vote électronique. Alors, comment va se dérouler le vote électronique? Tout simplement, vous recevrez en fait un mail
Et donc, on vous proposera donc de voter directement en ligne. Ce vote respectera bien sûr l'anonymat, hein, c'est une plateforme en ligne, tout ce qui est de plus bête. Vous recevrez le mail et puis vous pourrez donc voter directement. Voilà, donc il s'agit donc de ces 3 structures associatives, Icambéré, Aide, Les Petits Bonheurs, Active Santé ou Marie-Madeleine. Voilà. Je propose qu'on passe aux questions diverses. Si certains d'entre vous ont des questions à poser en dehors donc des présentations qui ont été faites. Pas de questions diverses. Donc peut-être juste Jérôme, un petit mot donc pour vous rappeler ce questionnaire sur l'offre de prise en charge qui a été élaboré en Intercorévie. Donc c'est un petit questionnaire qui va pas durer bien longtemps, hein, mais qui va vous interroger sur voilà l'accès au dépistage en urgence, au traitement post-exposition, au traitement immédiat des primo-infections, ETP, hôpitaux de jour, etc. Donc l'objet c'est de voir quels sont les sites qui ont une prise en charge optimale, quels sont ceux qui ont une prise en charge peut-être plus faible et comment les petits centres peuvent être aidés par les gros centres, peut-être pour adresser des patients en RCP, en hôpital de jour, etc. Donc, je pense que c'est une réflexion intéressante. Au Corévie Île-de-France Sud, on n'a pas de petits centres qui sont complètement perdus, à vrai dire. Hein. Ça, c'est surtout sur l'Est, dans Corévie Est, où Willy nous a fait remonter ces difficultés de prise en charge. Mais je crois que c'est important qu'on participe tous à cette enquête, qu'elle puisse être analysée et puis qu'on puisse ensuite en tirer les conséquences. Donc, j'ai l'impression qu'on a dû le ranger verticalement parce qu'on est très débordé. Donc, on va vous la renvoyer. Et voilà, si vous voulez bien prendre le temps de répondre, je pense que ce sera pas mal. Sinon, peut-être, voilà, c'est tout. Voilà, bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis donc, pour cette première plénière en visioconférence. On espère qu'il y aura d'autres plénières qui seront en présentiel ou du moins on fera peut-être les deux, un coup présentiel, un coup visio, on verra. Ça sera en fonction donc des besoins de chacun. Et puis donc n'hésitez pas si vous avez donc des questions. Moi j'ai noté les gens qui étaient présents de manière à ce qu'on puisse avoir qu'on puisse les noter effectivement dans le compte rendu. Le compte rendu sera aussi en visio, donc voilà, il y aura les deux. Les gens qui sont par téléphone, si vous pouvez envoyer un petit mail au secrétariat du Corévie de manière à ce qu'on ait vos noms. Alors, j'ai le nom de Claire Standback et Claire, d'ailleurs, je t'ai envoyé les documents par mail, je sais que tu m'as répondu. Et si les autres donc, qui sont par téléphone veulent aussi donc, les documents, n'hésitez pas à nous les demander. Hein, ils sont donc à votre disposition. Merci à tous d'avoir suivi cette plénière. Merci à toi, Dominique, et à l'ensemble de nos intervenants. Et puis, écoutez, à très bientôt. Et puis, on essaye de se recaler une prochaine plénière dès que possible. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci aux intervenants.